test. Donc, l'objectif principal de ce module est de vous montrer des techniques pour tester votre logiciel. D'abord, on va voir pourquoi les tests, c'est quoi l'objectif des tests, à quoi servent les tests, pourquoi on doit faire des tests. Ensuite, comment on doit faire les tests. Et alors, dans le comment on va faire les tests, il y a plusieurs techniques qu'on verra ensemble. Donc, en gros, c'est ce qu'on va voir dans ce semestre. Donc, je vais partager le support de cours. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Ça s'affiche chez vous? Le support s'affiche chez vous? Oui, madame. Très bien. On commence alors. Non, c'est pas le bon. Voilà. Donc, principalement, le plan du cours, donc le cours d'aujourd'hui va tourner autour de l'introduction aux tests logiciels, pourquoi les tests et quels sont les types de tests qui existent. Après, bien sûr, selon les deux titres, vous allez voir qu'il y a principalement sur comment tester, parce qu'on va voir comment tester. Donc, est-ce que le type de test, est-ce que c'est des tests structurels ou fonctionnels? Je reviendrai après sur la définition. On va voir aussi quoi tester, quelles sont les propriétés qu'on peut tester. Et troisièmement, on va voir aussi le niveau de test. On va revenir sur des concepts que vous avez déjà vus. Quand vous avez vu les cycles de vie, c'était les types de tests, tests unitaires, tests d'intégration, etc. Donc, principalement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le chapitre 1. Donc, on commence. Alors, la motivation du test, c'est-à-dire pourquoi on s'est rendu compte qu'il faut faire des tests. D'abord, en GL1, on vous a parlé de la crise du logiciel qui a fait qu'on a introduit le génie logiciel parce qu'on s'est rendu compte qu'on travaillait sans méthodologie de travail, c'est-à-dire on écrivait du code comme ça, sans suivre un processus de développement ou une méthodologie de réalisation de logiciels. Et ça a fait que les logiciels étaient de très mauvaise qualité. Donc, ça a conduit à des catastrophes humaines et financières. Donc, vous avez ici des exemples de catastrophes. Pour la plupart, alors certaines sont financières, comme le système d'information du FBI qui n'a jamais été déployé et je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'était en millions de dollars. Et d'un autre côté, parfois, ça peut aller aux catastrophes humaines, c'est-à-dire il y a décès de personnes. Le Terac 25 qui était c'était un appareil de radiothérapie pour les gens qui ont des cancers. Donc, c'était un appareil de radiothérapie qui, à cause d'un bug, au lieu d'éradiquer ou d'envoyer des radiations, une seule dose de radiation, a envoyé plusieurs doses de radiation à certains patients qui ont décédé. Donc, parce qu'on s'est rendu compte que même en suivant un processus de développement, on arrivait encore à avoir des problèmes dans nos logiciels qui ne fonctionnent pas correctement et qui causent, encore une fois, des pertes financières, mais aussi et surtout le plus grave, c'est des pertes humaines. Donc, le test, donc on s'est dit, avant de livrer nos produits logiciels aux clients, on doit quand même les tester, les vérifier. Ce que vous faites vous-même, quand vous faites par exemple un TP, on vous demande de faire un TP. Avant de remettre les TP
j'espère en tous les cas, vous les testez au moins, vous faites des simulations, vous utilisez des jeux de test, vous le testez au moins une fois ou deux pour vous assurer que ça fonctionne avant de l'envoyer à votre chargé de cours, assistante TP pour correction. En tous les cas, j'espère que vous avez l'habitude de le faire. Donc, ça, c'est la raison pourquoi il faut tester. Parce que même si on développe un logiciel en suivant un processus de développement documenté et approuvé et ça ne suffit pas parce qu'à la fin, rien ne dit qu'on a fait le travail qu'on était censé faire correctement, qu'on a suivi la recette correctement. Donc, on doit vérifier le résultat de notre travail et c'est ce qu'on va appeler les tests. La partie test entre dans le cadre de ce qu'on appelle le contrôle qualité. Même c'est-à-dire que si je compare l'usine de développement de logiciels, parce que pour moi c'est une industrie, si je compare l'usine de développement de logiciels à une usine de fabrication de chaussures ou de fabrication, allez, un truc plus compliqué et qui ressemble un peu au logiciel dans le sens où c'est un projet unique à chaque fois. Donc, la construction d'un bâtiment, la construction d'une cuisine équipée. Donc, généralement, on a des requirements, des exigences du client et on crée à partir de zéro un produit. Donc, on conçoit un produit, un immeuble ou encore une fois une cuisine. Et quand on conçoit, il est validé par la proposition est validée par le client et on commence à réaliser ou à produire cette solution. Donc, généralement, celui qui va fabriquer une bâtisse, avant de la livrer au client, il va passer dans la bâtisse, s'assurer que tout a été fait, d'abord selon les exigences du client, d'une part, et selon aussi les normes exigées. Vous le savez, nous sommes un pays sismique. Donc, par exemple, pour construire une bâtisse, il y a des exigences déjà au moins nationales, certaines concernant la construction, que, on va dire, l'architecte ou le concepteur doit s'assurer que c'est respecté. Donc, vérifier le produit réalisé s'appellera les tests et ça va rentrer dans ce qu'on appelle le contrôle qualité, un axe de la gestion de la qualité qui fait partie de la gestion d'un projet en général. Donc ça, c'est pour la motivation. Pourquoi il faut tester? Le problème avec les tests, c'est que c'est pas intuitif. C'est pas intuitif. Je m'explique. Quand vous écrivez un TP, après, vous allez tester votre fonction, votre classe. Quels sont les exemples que vous allez donner quand vous avez une fonction, vous avez par exemple en entrée 2 entiers ou 3 entiers. Quelles sont les valeurs que vous choisissez en entrée pour tester votre programme? Généralement, vous le faites de façon intuitive. Le problème, c'est qu'il faudra choisir ce qu'on appelle, on verra que les jeux de test sont souvent le nombre de jeux de test possibles même pas pour un programme, pour une fonction. Un programme, il peut contenir beaucoup de fonctions, beaucoup de classes si je fais de la programmation objet, beaucoup de fonctions si je parle de programmation fonctionnelle. Et chaque fonction, pour la tester, elle peut avoir un jeu de test infini. Parce que normalement, l'idée, c'est que je teste tous les cas possibles pour m'assurer que dans tous les cas possibles d'exécution, il n'y a pas d'erreur. On va se rendre compte que tester tous les cas possibles n'est pas toujours évident parce que le nombre de jeux de test devient infini. Alors, on va voir des techniques pour définir des jeux de test qui sont pertinents. Pertinents dans le sens capable de trouver des bugs s'il y en a. Donc, on a commencé par la motivation du test. Le problème maintenant avec les tests, c'est que c'est très difficile d'identifier les jeux de test nécessaires pour tester un programme. Donc, on vous donne l'exemple suivant. On vous dit soit la spécification suivante. Un programme prend en entrée 3 entiers. Ces 3 entiers sont interprétés comme représentant les longueurs des côtés d'un triangle. Le programme
rend un résultat précisant s'il s'agit d'un triangle scalène, isocèle ou équilatéral. Produire une suite de cas de test pour ce programme. En réalité, si je commence à faire des tests, moi j'ai 3 entiers en entrée. Pour traiter tous les cas possibles, j'aurai une combinaison, c'est-à-dire un jeu de test, ça va être un triplé. Entrée 1, entrée 2, entrée 3. Donc, comme j'ai un nombre infini d'entiers pour la première entrée, un nombre infini d'entiers pour la deuxième entrée et un nombre infini d'entiers pour la troisième entrée, on peut facilement imaginer que le nombre de jeux de test possibles, il est infini. Donc, on essaye de définir des jeux de test qui ont un sens et qui nous permettent d'identifier les erreurs qu'on aurait pu introduire dans la réalisation de notre logiciel. Donc, il y a, alors selon l'ouvrage The Art of Software Testing, réalisé par J.J. Meyers en 1979, lui, il vous dit, pour définir les jeux de test associés à ce programme, donc il y a 3 données en entrée, et en sortie, je dois juste, qui représentent les longueurs d'un triangle, je dois juste préciser le type de ce triangle. Est-ce que c'est un triangle scalène, isocèle ou équilatéral? Alors, on vous dit, en réalité, on devrait définir 14 jeux de test, 14 jeux de test associés à ce programme pour tester tous les cas possibles sans pour autant avoir un nombre infini de tests. Donc, on vous dit, je teste le cas où c'est un scalène valide, je teste le cas où c'est un équilatéral valide, je teste le cas où c'est un isocèle valide, je teste le cas. Donc, il a identifié 14 jeux de test pour ce problème. En réalité, on vous dit, chacun de ces 14 tests correspond à un défaut constaté dans des implémentations de cet exemple de triangle. C'est-à-dire que les 14 jeux de tests qui ont été proposés sont capables en réalité d'identifier toutes les erreurs possibles dans le programme écrit, dans le programme par rapport à cette spécification. On vous dit la moyenne des résultats obtenus par un ensemble de développeurs expérimentés. Et là, vous soulignez le terme expérimenté et 7,8 sur 14. Ça veut dire les développeurs les plus expérimentés ont pu définir pratiquement la moitié des jeux de test sur les 14 nécessaires pour valider le programme. Donc, regardez, un tout petit programme nécessite 14 jeux de test pour s'assurer qu'il est correct, pour tester tous les cas possibles. Et les développeurs les plus expérimentés arrivent à définir 7,8, on va dire, c'est un tout petit peu plus que la moyenne, la moitié des jeux de test nécessaires. Donc, la première, hein, ce n'est pas la seule problématique avec les tests, mais en tous les cas, c'est la première. La première problématique avec les tests, c'est que la conception des tests est une activité complexe, a fortiori sur des grandes applications. Donc, c'est très difficile de définir les jeux de test pour un programme donné. Déjà, c'est un peu compliqué de le faire pour des fonctions. Un programme peut contenir des centaines, voire des milliers de fonctions. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, première problématique, c'est la difficulté de concevoir des jeux de tests, de définir les tests qu'il faut faire pour un programme. Alors, qu'est-ce qui va aggraver cette problématique? C'est que généralement, on a tendance à sous-estimer l'activité de test. Donc, généralement, au lieu de l'affecter à des gens expérimentés, on la refile aux jeunes diplômés. Donc, on vous dit un jeune diplômé sur 3 commence par faire des tests. 50% des startups échouent à cause de un trop grand nombre de bugs. Mauvaise campagne de test, maintenance difficile, pas de non-régression. Donc, ce qui se passe, c'est que on a tendance à sous-estimer l'effort nécessaire pour faire les tests. Donc, généralement,
quand on écrit, bon, je ne parle pas d'écrire un programme, mais réaliser un logiciel. Parce qu'un logiciel, ce n'est pas seulement du code source. On l'avait vu en GL1, GL2. Développer un logiciel, c'est tout un processus où on commence par le recueil des besoins fonctionnels et techniques, analyse, conception, développement, ensuite test et stabilisation et déploiement chez le client. Donc, on a tout un processus et quand on fait un devis sur le processus de développement, on va estimer chacune des phases de ce processus. Beaucoup sous-estiment l'effort nécessaire pour les tests ou parfois estiment le temps nécessaire correctement pour les tests, mais dès qu'il y a un retard sur le projet, on grignote sur le temps alloué aux tests pour ne pas avoir des pénalités de retard et livrer à temps chez le client. Donc, ce qui fait que parfois, on sous-estime l'effort lié au test, donc on n'affecte pas des gens compétents. Soit on sous-estime l'effort, on ne donne pas le temps nécessaire. Dans tous les cas, on se retrouve avec des logiciels qui contiennent beaucoup, livrés chez le client avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de bugs. Et ça conduit à une mauvaise relation avec le client parce que après ces bugs, une fois qu'il les a identifiés, donc certains se contenteront d'attendre que vous corrigiez les bugs, donc ce qui va grignoter sur votre marge. D'autres peuvent vous faire des pénalités de retard. Il va vous dire, votre logiciel m'a fait perdre tant d'argent parce que il a fait une erreur de calcul. Donc, les impôts m'ont redressé de temps. C'est à vous de prendre en charge ce montant, sinon je vous attaque en justice. D'autres clients pourront vous attaquer en justice pour certains bugs. Donc il est important de livrer des produits aux clients. On ne va pas dire qu'ils ne contiennent zéro bug, mais un certain niveau de bug est acceptable. Au-delà, ça devient n'importe quoi. Donc, alors déjà, autre problème avec les tests, c'est qu'on ne peut pas tester tout le temps ni tous les cas possibles. Donc, on avait dit que le nombre de tests peut être infini. Donc, il faut définir des critères pour choisir les cas intéressants et la bonne échelle pour le test. Donc, le gros de ce module va être basé sur ça. On va voir des critères qui nous permettront de choisir les cas intéressants de jeu de test. Le gros de ce qu'on va faire dans ce module, c'est ça. C'est voir quels sont les critères qui ont été proposés dans la littérature pour choisir les jeux de test parce que, en général, le nombre de jeux de test possibles est infini. Alors, prouver l'absence d'erreur dans un programme est un problème indécidable. Il faut des heuristiques réalistes. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord que même en ayant fait tous les tests, en ayant mis le temps, le paquet sur les tests, il n'y a aucune garantie de dire au client, voilà, le programme ne contient zéro bug. Très difficile de s'engager sur ça. En tous les cas, pas avec les techniques qu'on va voir dans ce module. Donc, le problème avec les tests, c'est qu'on voudrait réduire les coûts du test, réduire l'effort du test et donc réduire le coût, faire le minimum de tests possible pour maximiser la confiance qu'on aura dans le logiciel. Donc, c'est ça la difficulté. On ne veut pas investir beaucoup d'argent dans les tests parce que si je passe beaucoup trop de temps dans les tests, si j'investis beaucoup trop d'argent dans les tests, je vais être moins compétitif que la concurrence qui va être moins chère. Et puis, si je devais tester, pas tous les cas possibles, mais surtout quand ils sont infinis, mais un grand nombre de tests, d'ici là, votre logiciel peut devenir obsolète. Donc, c'est pour ça que l'objectif ici des tests, ce n'est pas de dire il faut tester, tout le monde sait qu'il faut tester, c'est comment tester. On se rend compte qu'il est difficile de définir les jeux de test pertinents parce que définir les jeux de test possibles peut s'avérer infini, impossible d'avoir un nombre de jeux, tous les jeux de test possibles parce que le nombre de cas peut être infini.
Donc, il s'agit de définir un nombre de cas de test réalistes, mais pertinents. C'est quoi un test pertinent? C'est un test qui est capable de m'aider à trouver un bug si j'en ai introduit un. Donc, le coût des tests dans le développement, donc ça devrait prendre beaucoup pour s'assurer que tout a été. C'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est très rare de donner une grosse partie au test et c'est pour ça qu'il y a toujours des patchs correctifs, il y a encore des bugs dans les logiciels. Alors d'abord, c'est quoi un logiciel? Encore une fois, le logiciel, c'est pas seulement le code que vous allez installer chez le client. C'est des besoins, c'est une gestion de projet, c'est une spécification, c'est une conception, c'est du code source, c'est des tests. Donc, généralement, dans un projet de développement de logiciel, quand vous allez signer un contrat avec un client, les livrables du projet, ce ne sont pas seulement le code source que vous allez écrire. Il y aura un document de recueil des besoins. Vous allez, puisqu'un projet, le développement de logiciel est un projet, donc il vous faut un chef de projet, donc il vous faut de la gestion de projet, donc vous allez facturer une partie gestion de projet. Vous aurez aussi comme livrable le document de spécification. Vous aurez comme livrable les documents de conception. Vous aurez comme livrable les manuels d'utilisation, les quick guides, les vidéos, toute documentation qu'on doit livrer pour le client pour qu'il puisse utiliser le logiciel. Bien sûr, en plus du code source, ou je veux dire de l'exécutable que vous avez déployé chez lui. Vous avez aussi besoin d'une architecture parce que votre solution logicielle doit tourner sur des serveurs. Elle va utiliser des serveurs de base de données, elle va utiliser des serveurs d'application. Donc, c'est tout ça, votre solution logicielle. Donc, le client ne va pas seulement tester ou vérifier le code source, il va vérifier vos livrables, il va vérifier vos documents de recueil des besoins, il va vérifier vos documents de spécification, il va vérifier vos documents de conception, etc. Donc, c'est tout ça un logiciel, c'est pas seulement du code source. Il est vrai que le gros du module GL3 s'intéressera au test sur le code source. Mais en réalité, on ne vérifie pas que le code source, on vérifie tous les livrables du projet. On va voir comment vérifier aussi, on va voir aussi dans la partie test statique comment vérifier les autres livrables qui ne sont pas du code source. Mais le gros du module, c'est de tester le code source, comment tester le code source. Alors, donc l'objectif des tests était essayer pour voir si ça marche. Donc, les questions qu'on se posera autour de cette affirmation, il faut savoir à quoi sert le programme, donc pourquoi c'est fait, qu'est-ce que ça doit faire, comment c'est fait, comment ça marche, qu'est-ce qu'on doit vérifier. On dit il faut essayer de voir si ça marche. Voir quoi? Où est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Comment regarder? Et puis, quand je dis ça marche, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui devrait marcher? C'est quoi ça marche pas? Donc, c'est quoi une erreur? Il ne s'agit pas seulement d'identifier une erreur ou un bug, il s'agit aussi de le diagnostiquer. Diagnostiquer, c'est-à-dire découvrir la cause de la cause de ce bug. Pourquoi ça ne marche pas? Pour corriger, il faut qu'on arrive à savoir pourquoi ça ne marche pas. Alors, catégoriser ces erreurs rentre dans le cadre où, par exemple, dans le cadre d'un projet avec un client, on a identifié beaucoup on les appelle en français anomalies. Beaucoup d'anomalies. Donc, les anomalies peuvent être définies, on peut définir un niveau de priorité pour les anomalies pour définir l'ordre de traitement ou de correction de ces anomalies. Je m'explique. Quand vous avez ce qu'on appelle une anomalie bloquante, bloquante, ça veut dire que je n'arrive même pas à avancer. J'ai une fonctionnalité
et j'arrive pas à avancer, c'est bloqué. Elle est plus prioritaire, on va dire, qu'une anomalie non bloquante. C'est-à-dire, j'arrive à faire fonctionner le logiciel, mais il me donne des erreurs. Donc, généralement, catégoriser les anomalies permet de définir l'ordre de priorité dans le traitement de ces erreurs. Alors, on a deux principaux, on va voir après les définitions formelles liées au test, mais principalement, il y a deux axes qu'on doit vérifier avec les tests. D'abord, un test logiciel permet de vérifier s'il répond aux exigences du client. Le premier objectif des tests, c'est de s'assurer que le logiciel qu'on a développé répond aux exigences du client. Ça veut dire que d'abord, toutes les exigences exprimées par le client ont été prises en charge. Donc, tous les besoins ou exigences ou requirements exprimés par le client ont été pris en charge. Deuxièmement, qu'elles ont été prises en charge correctement. Ça veut dire si le client vous dit pour telle fonctionnalité, elle doit faire ça, ensuite ça, il faut s'assurer que c'est implémenté tel que décrit dans les exigences. Deuxième objectif, analyser et exécuter le programme dans le but de trouver les erreurs ou les défauts. Alors, le deuxième objectif, donc le premier, c'est vérifier que le programme contient toutes les exigences du client, en plus telles que exprimées par le client, telles que exprimées et validées par le client. Deuxièmement, exécuter le programme dans le but de trouver des erreurs et des défauts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que dans la deuxième, enfin, je les ai mis, peut-être que j'aurais dû inverser, alors que ici, un test logiciel permet de vérifier que le logiciel répond aux exigences du client. C'est des jeux de test où je m'assure que ça fonctionne. D'abord, ça contient toutes les fonctionnalités et elles fonctionnent correctement. Par contre, ici, et c'est le principal challenge des tests, c'est là, je ne donne plus de valeur pour vérifier que c'est correct, mais je trouve des jeux de test qui permettent d'identifier les erreurs. Donc, mon objectif ici, pour analyser et exécuter le programme dans le but de trouver des erreurs ou des défauts, l'objectif n'est pas d'injecter des données pour vérifier que ça marche. L'objectif est d'injecter des données pour trouver les erreurs et les défauts s'il y en a. Donc, c'est un autre point de vue. Alors que ici, on s'assure que toutes les exigences ont été prises en charge correctement. Là, on va essayer de pas harceler, c'est pas le terme que je voulais utiliser. On va essayer de brusquer le programme, c'est-à-dire lui donner des valeurs pour essayer, plutôt que d'essayer de prouver que c'est correct, essayer de prouver qu'il y a un bug. Donc, je définis les jeux de test qui vont prouver ou montrer qu'il y a un bug. J'essaie de trouver les cas. Un exemple très simple, quand vous écrivez un programme, vous rappelez un programme, vous avez vous avez ce qu'on appelle les cas particuliers. Les cas particuliers, c'est généralement ceux-là qu'on oublie de traiter. Et si on veut tester un programme et s'assurer, c'est-à-dire dans l'ensemble, je donne des valeurs, ça marche une fois, je me dis c'est bon. Mais après, il y a les cas particuliers qu'on a tendance à oublier. Donc, tester les cas, trouver les jeux de test qui permettent de tester les cas particuliers me dira, ah finalement, avec ce cas particulier n'a pas été pris en charge, donc il faut corriger. Donc, l'objectif des tests, c'est de chercher l'erreur et non pas de prouver que le programme est correct. Donc, quand j'essaie de définir les jeux de test, je ne définis pas des jeux de test pour prouver que
logiciel est correct, je définis des jeux de test pour prouver ou pour trouver les erreurs si elles existent. Donc, les définitions maintenant formelles. Donc, tester un logiciel consiste à l'exécution en ayant la totale maîtrise des données qui lui sont fournies en entrée, c'est ce qu'on appellera les jeux de test, tout en vérifiant que son comportement est celui attendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, il faut définir les jeux de test. Donc, on avait dit dans ce module, on va définir les critères qui nous permettront de choisir les jeux de test pertinents qui nous aideront à trouver des erreurs s'il y en a. Donc, une fois que j'ai défini les jeux de test, moi, je sais quand je les injecte, qu'est-ce que je suis censé avoir en sortie. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, sont fournis en entrée, maîtrise des données qui lui sont fournies en entrée, tout en vérifiant que son comportement est celui attendu. Ça veut dire quoi son comportement, c'est celui attendu? Ça veut dire qu'avec les inputs, les jeux de test que j'ai définis, je connais, puisque je connais la spécification, je connais les résultats attendus. Je sais ce que je devrais avoir comme résultat. La spécification me dit, cette fonction me donne le carré d'un entier. Je sais que si je donne x2 en entrée, en sortie, j'aurai 4. Après, moi, je vais entrer 2. Si j'ai en sortie 4, bon, c'est bon, il n'y a rien à dire. Si je trouve en sortie 6, je dirais, ah, il y a un problème dans mon programme, il faut le corriger. Donc, voici comment fonctionnent les tests. Donc, le test est l'exécution ou l'évaluation d'un système ou d'un composant par des moyens automatiques ou manuels. Donc, on peut faire les tests manuellement ou automatiquement. Le TP, donc le chapitre, il y a un chapitre automatisation des tests qui est pris en charge par le TP. Donc, dans le TP, vous allez voir comment faire des tests unitaires, comment automatiser les tests unitaires. Pour vérifier qu'il répond à ces spécifications. Donc, on avait dit le premier axe, c'était de vérifier qu'il répond aux spécifications. Spécifications qui décrivent les exigences du client. Donc, à partir des spécifications aussi validées par le client, ou identifier les différences entre les résultats attendus et les résultats obtenus. Donc, ça, c'est le premier axe qui est exécuter, analyser le programme dans le but de trouver des erreurs et des défauts. Donc, l'objectif des tests, trouver des erreurs ou des défauts et vérifier que le programme répond aux spécifications ou aux exigences du client. On parle de spécifications parce que les spécifications, elles sont définies à partir des exigences ou des besoins du client. Donc, tester, c'est exécuter le programme dans l'intention des anomalies et faux. Je ne teste pas le programme pour prouver qu'il est correct, je teste le programme pour trouver des anomalies. Ça, c'est très important. La philosophie avec laquelle on attaque les tests, ce n'est pas de se dire je fais je teste, ça marche, donc c'est bon, mon programme est correct. C'est pas des je définis le programme, je dis ah, c'est pas pertinent. Il faut que je trouve des. Ça qu'il y en a, il peut y en avoir, il peut ne pas y avoir. Déjà, c'est de trouver des anomalies plutôt que de prouver que le logiciel n'en contient pas. Donc, le test est une technique consistant à s'assurer au moyen de son que le comportement d'un programme est conforme à les données préétablies. Données préétablies, c'est le fait de dire que pour telle donnée en entrée, je dois avoir une donnée en sortie. Donc, moi, la donnée en entrée par la donnée en sortie réelle, parce que j'aurais dû voir comme donnée en sortie, et je pourrais dire, il n'y a pas de bug, je ne peux rien décider, ou il y a un bug, et là, il faut trouver l'origine et corriger. Il y a beaucoup de termes liés au test, donc la bug, erreur, probabilité, statique, test de régression, test statistique, test, données de test, sûreté de fonctionnement. Donc, beaucoup de termes, on va essayer par la plupart, mais pas tous, parce que les autres font
seront vus dans notre bulle pour ce grand, je pense. Alors, processus de test. Processus consiste en toutes les activités du cycle de vie statique et dynamique en application d'évaluation de produits pour déterminer si satisfont aux exigences, pour démontrer qu'ils sont aptes aux objectifs et pour en détecter les anomalies. Donc, un test, c'est l'ensemble de un ou plusieurs cas de test. Un cas de test, c'est un ensemble de valeurs d'entrée, c'est ce qu'on appelle de préconditions d'exécution, de post-conditions d'exécution développées pour un objectif particulier, que exécuter un chemin donné d'un programme ou vérifier les respects d'exigences spécifiques. L'objectif d'un test, c'est la raison ou le but de conception de ce test. Scénario de test, un document spécifiant les séquences d'actions pour l'exécution d'un cas. Stratégie de test, un document de haut niveau définissant pour un programme à exécuter pour un ou plusieurs projets. Donc, d'abord, une entreprise doit avoir ce qu'on appelle pour un type de projet une stratégie. La stratégie de test, elle définit donc à exécuter. Les ça veut dire type des tests fonctionnels, des tests fonctionnels, des tests structurels, alors les tests à faire pour les tests unitaires, pour les tests d'intégration, pour les tests système, etc. Donc, c'est ce qu'on appellera la stratégie des tests. Alors, un scénario de test, donc on vous dit un document spécifiant la séquence d'action pour l'exécution d'un cas de test. Lorsque un cas de test, c'est un ensemble de valeurs en entrée, plus les préconditions qui doivent être vérifiées en entrée, développées alors pour un objectif, et ensuite les outputs avec les post-conditions. Donc ça, c'est un cas de test. Maintenant, pour finaliser un cas de test, je dois peut-être avoir à suivre plusieurs étapes. Les logiciels, c'est pas toujours une fonction, j'injecte des données, j'ai des sorties. Imaginons que je dois tester un processus, un workflow. Donc, par exemple, moi, je crée une tâche qui doit être validée par quelqu'un d'autre. Cette tâche, après, elle va partir chez quelqu'un d'autre, elle va être validée, elle va subir un traitement automatique, ensuite envoyée, jusqu'à arriver à la fin de ce processus. Maintenant, ça, je ne peux pas le tester seulement en injectant une valeur de données. Je dois vérifier à chaque étape de ce processus ou de ce workflow que les exécutions se font correctement. Donc, généralement, on a besoin d'un document qui spécifie les actions à suivre pour l'exécution d'un cas de test quand le test est aussi compliqué. Donc, c'est ce qu'on appelle un scénario de test. Si vous vous rappelez, par exemple, quand on avait fait les cas d'utilisation, quand on avait fait en S1, dans la capture des besoins fonctionnels, on avait défini les cas d'utilisation. Et dans les cas d'utilisation, dans la description d'un cas d'utilisation, on avait vu les enchaînements nominaux, les enchaînements alternatifs et les enchaînements d'exception. Maintenant, si je veux tester un cas d'utilisation, je veux tester le cas d'utilisation, planifier une mission depuis le début jusqu'à la fin. Il y a beaucoup d'étapes à suivre. Il y a beaucoup de changements, des choses qui vont alors, comment il s'appelle celui qui planifiait la mission? Le répartiteur. Après, donc, il y a beaucoup d'actions qui sont faites par plusieurs intervenants. Et alors, imaginons que c'était le répartiteur, je crois. Non, ce n'était pas le répartiteur. Qui est-ce qui créait une mission? Disons que c'est le répartiteur, parce que je ne me souviens plus. En tous les cas, la personne qui est chargée, si, lorsqu'elle affecte, par exemple, un chauffeur qui n'a pas le permis requis, rappelez-vous, on doit générer une exception. Donc ça, c'est un test à faire. Donc les étapes, les étapes correctement, peut nécessiter un scénario de test. Alors, qu'est-ce qu'on doit tester? Quelles sont les propriétés qu'on doit tester dans un logiciel?
D'abord, la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'elle fonctionne telle qu'elle a été décrite. La sécurité, l'intégrité, donc l'utilisabilité. Qu'est-ce que j'appelle la facilité d'utilisation? Alors, certains l'appellent ergonomie. Donc, je dois tester que l'application est facile à utiliser. Donc, là, peut-être que ça peut être... bon, il y a des techniques après pour chaque type d'application. On choisira certaines pratiques pour définir l'interface. La cohérence de l'application, la maintenabilité. Donc, on doit tester aussi la maintenabilité. Est-ce qu'elle est facilement maintenable ou pas? L'efficacité, la robustesse. La robustesse, ça veut dire que euh, même si l'utilisateur fait une manipulation erronée, il ne faudrait pas que l'application se plante. Généralement, c'est pris en charge avec la gestion des exceptions. Un exemple très simple, vous essayez avec votre éditeur de texte, vous essayez d'ouvrir un fichier à partir d'un lien récent dans la liste des fichiers récents. Or, vous avez déplacé le fichier. Si le fichier n'existe pas et que vous n'avez pas géré les exceptions, l'application va se planter. Elle va essayer d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, elle va se planter. Et si moi, au départ, j'ai vérifié que si le fichier n'existe pas, je vais afficher un message, ce fichier a été supprimé ou ce fichier n'existe pas, là, l'application. Donc, la robustesse, c'est lié, c'est plus lié non pas à une erreur de programmation, mais ou de conception, mais plus lié à une erreur d'utilisation. C'est-à-dire que l'utilisateur final n'utilise pas correctement l'application, ne sait pas s'en servir, fait n'importe quoi. Et normalement, votre application, même dans ce genre de conditions, elle doit continuer à fonctionner. Elle ne doit pas se planter ou s'arrêter de fonctionner ou se bloquer. La sûreté de fonctionnement, c'est lié à des notions telles que la fiabilité de l'application, etc. Nous, ce qu'on va avoir dans ce module, c'est principalement la fonctionnalité. D'accord? Donc, mais il faut savoir que je peux vérifier, j'ai plusieurs propriétés à vérifier pour un logiciel. Je ne vérifie pas seulement la fonctionnalité. Ça, c'est pour qu'est-ce que je peux tester? Quelles sont les propriétés que je peux tester dans un logiciel? Deuxième axe, c'est comment on teste. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de tests. Les tests structurels et les tests fonctionnels. Alors, les tests structurels, on les appelle aussi boîte blanche. Et les tests fonctionnels, on les appelle boîte noire. Pourquoi boîte blanche, boîte noire? Parce que si mon logiciel est une boîte, bon, on devrait peut-être l'appeler boîte transparente. Je n'ai pas compris pourquoi blanche. Et boîte, alors le contraire de transparente, bon, en tous les cas, ils les ont appelés boîte blanche, boîte noire. Donc, boîte blanche, ça veut dire que j'ai accès au code source. Boîte noire, ça veut dire que je n'ai pas accès au code source, j'ai juste l'exécutable. Donc, les tests structurels, ils peuvent être statiques ou dynamiques. Qu'est-ce que ça veut dire statique? Qu'est-ce que ça veut dire dynamique? Alors que les tests fonctionnels sont seulement dynamiques. Les tests statiques, d'abord, je commence par la définition d'un test dynamique. Un test dynamique veut dire, je définis et je teste, j'exécute le programme, je compare le résultat obtenu au résultat que je suis censé avoir. Et je dirai s'il y a bug ou pas. Donc ça, c'est un test dynamique. Un test statique, je ne définis pas des jeux de données. Je trouve les bugs sans définir des jeux de test ou des données en entrée. Donc, les tests fonctionnels, si je n'ai pas accès au code source, j'ai que l'exécutable, il est clair que je ne peux faire que des tests dynamiques. C'est-à-dire, je définis des données en entrée, je les injecte,
Je compare les données en sortie par rapport à ce que j'aurais dû avoir. Donc, on exécute le programme avec des valeurs en entrée et on observe le comportement. À la sortie, je compare à ce que la sortie obtenue est égale à la sortie que j'aurais dû avoir avec les données en entrée. Pour les tests structurels où j'ai accès au code source, les tests ils peuvent être statiques ou dynamiques. Alors, dynamique, on va voir dans les tests structurels, certaines techniques nous permettront de définir les jeux de test. Certaines techniques nous permettront de définir en accédant au code source. On va, avec certains critères, définir des jeux de test, exécuter le programme et comparer les sorties par rapport à ce qu'on aurait dû avoir. Donc, c'est ce qu'on appelle les tests structurels dynamiques. Pour les tests structurels statiques, je n'ai pas de jeu de test. La revue du code, donc c'est une technique statique où j'ai accès au code, je lis le code et j'essaie de trouver des erreurs. Là, je ne définis pas des jeux de test. Je lis le programme et je lis le programme et je trouve des erreurs en lisant le programme. Maintenant, la question, est-ce que j'utilise l'un ou l'autre? On va voir que les deux sont complémentaires. Il faut utiliser les deux. Donc, on vous dit complémentarité, test fonctionnel et structurel. Les techniques fonctionnelles et structurelles sont utilisées de façon complémentaire. Ça veut dire qu'on utilise généralement les deux. On vous donne l'exemple suivant. Soit le programme censé calculer la somme de deux entiers. Donc, vous avez ce programme, x, y. Alors, je mets if x égale 600 and y égale 500, then sum reçoit x moins y, else sum x point y. Maintenant, l'approche fonctionnelle. Donc, l'approche fonctionnelle où je n'ai pas accès au code source de cette méthode. À chaque fois que je vais tester, je vais trouver un bon résultat. Sauf si, comme par hasard, je définis à x 600 et à y 500, là, je vais détecter l'erreur. Par contre, une approche par analyse du code, juste en lisant le code, je vais trouver que la donnée de test x égale 600, y égale 500 génère un bug. Bon, vous allez me dire pourquoi écrire un programme comme ça, pourquoi injecter des erreurs comme ça. C'est un exemple très simpliste pour vous montrer juste que d'abord, on est des êtres humains, on est faillible. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas programmer, ça veut dire qu'on peut être distrait, on peut être fatigué, on peut oublier, on peut penser avoir écrit quelque chose alors qu'en réalité, on avait écrit autre chose. Donc, l'objectif des tests n'est pas de réprimander ou de remettre en question la compétence d'une personne. L'objectif est de partir du principe qu'on est humain, qu'on peut se tromper malgré notre compétence et donc trouver où des erreurs se sont glissées par inadvertance, par inattention et parfois aussi par incompétence et par inexpérience. Donc, l'exemple qu'on vient de voir vous dit qu'avec une approche fonctionnelle, on n'aurait pas pu détecter ce cas d'erreur, alors qu'avec une approche structurelle statique, juste en lisant le code source, on aurait pu trouver le bug. Alors, on examine. Alors, les approches structurelles détectent plus facilement les erreurs commises. Les approches fonctionnelles détectent plus facilement les erreurs d'omission ou de spécification. Si je reviens ici, c'est le slide qui résume tout ce qu'on va voir. Si je reviens aux objectifs du test, on avait dit analyser et exécuter le programme dans le but de trouver des erreurs et des défauts. Les tests structurels fonctionnent mieux pour détecter ça. Permet aussi de vérifier qu'il répond aux exigences du client. Les tests fonctionnels permettent mieux. Mieux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de tests structurels là et qu'il ne faut pas faire de tests fonctionnels ici. Ça veut juste dire mieux. Ça prend mieux en charge. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici,
Les approches structurelles détectent plus facilement les erreurs commises, les erreurs telles que celle-ci. Les approches fonctionnelles détectent plus facilement les erreurs d'omission et de spécification. C'est-à-dire qu'un test fonctionnel vous permet plus de dire vous n'avez pas respecté le processus d'achat de l'entreprise, le workflow ne fonctionne pas correctement, ou tout simplement vous avez oublié d'implémenter la fonctionnalité qui permet de calculer la moyenne des étudiants. Par contre, les tests structurels vous aideront à dire il y a une erreur dans le calcul de la moyenne. Normalement, vous êtes censé avoir tant de… et vous avez mis tant. Alors, les difficultés liées au test. D'abord, le test exhaustif est généralement impossible à réaliser parce que exhaustif, ça veut dire tous les cas possibles parce que le nombre peut être infini. Donc, en test fonctionnel, l'ensemble des données d'entrée est en général infini ou de très grande taille. Alors, on vous dit un exemple avec 5 entrées analogiques sur 8 bits, admet 240 valeurs différentes en entrée. Alors, en test structurel, le parcours du graphe de faute compte. Alors, là, c'est quelque chose qu'on va voir dans le chapitre de… En tous les cas, dans l'exemple, dans les deux cas, test fonctionnel et test structurel, ça veut tout simplement dire que le nombre de cas de tests peut être infini, qu'on soit dans les tests fonctionnels ou dans les tests structurels. Je rappelle que test fonctionnel, boîte noire, on n'a pas accès au code source, donc c'est toujours des tests dynamiques. Les tests structurels, boîte blanche, on a accès au code source, donc ils peuvent être dynamiques ou statiques. Dynamique veut dire définir des jeux de test, exécuter le programme avec ces jeux de test, comparer le résultat de ces jeux de test avec ce qu'on aurait dû avoir. Statique, ça veut dire pas de jeu de test. Alors, donc, en conclusion, le test est une méthode de vérification partielle de logiciel. Pourquoi partielle? Parce que c'est impossible de tester tous les cas possibles. Alors, généralement, pour les logiciels critiques, c'est-à-dire là où il y a un grand risque de perte humaine, on ne se contente pas de faire des tests. On utilise des outils plus formels, qui dit formel, donc mathématiques, pour prouver la correction de ces programmes. Pour prouver la correction, parce que un bug dans ces programmes peut conduire, comme je l'ai dit, à des catastrophes humaines. Donc, mais le coût pourquoi on ne le fait pas pour tous les programmes? Parce que ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps et certains programmes ne nécessitent pas autant de sûreté. C'est-à-dire, un logiciel éditeur de texte, on peut facilement accepter qu'il y ait des bugs dessus et il n'y a pas mort d'homme. Au pire, on peut perdre 2-3 minutes de sa vie. C'est pas, donc, on ne va pas investir dans les tests, dans la vérification formelle, des coûts astronomiques pour un résultat où les gens peuvent accepter les bugs dans ce type de logiciel. Un logiciel qui va faire de la chirurgie cardio-thoracique, on ne peut pas se permettre qu'il contienne des défauts. Et là, les outils, le budget pour les tests n'est pas le même. Parce que le risque, le risque de mort d'homme fait que après, on risque des poursuites pénales, on risque beaucoup de choses. Et donc, le budget qu'on va allouer au test, il peut être illimité jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bugs trouvés. Alors que le budget alloué au test sur le logiciel qui gère une imprimante ne va pas être le même parce qu'on accepte un certain degré de bugs dans certains logiciels. Donc, ce n'est pas la peine d'investir beaucoup d'argent dans les tests de ces logiciels, alors que pour d'autres, on n'accepte pas les erreurs
Le risque est plus. Et là, le budget lié au test est beaucoup plus important. On vous dit vérification partielle, tel qu'on les définit avec les tests structurels et fonctionnels, parce qu'ils ne nous permettent pas de tester tous les cas possibles. C'est impossible de tester tous les cas possibles parce que c'est infini. Donc, c'est pour ça que ça reste une méthode de vérification partielle. Et la qualité du test dépend de la pertinence des choix de test. C'est-à-dire, surtout pour les tests dynamiques, hein, je parle. Pour les tests dynamiques, vous pouvez avoir un jeu de test, je reviens sur l'exemple ici. Je prends n'importe quel chiffre sauf 600 et 500, ça marche à tous les coups. Donc, sauf le jeu de test pertinent ici qu'il aurait fallu identifier, c'est 600, 500. C'est ce que j'appellerais un jeu de test pertinent parce qu'il va me permettre de trouver un bug dans mon logiciel. Toutes les autres valeurs ne sont pas pertinentes. Et la difficulté, elle est là. C'est de trouver les données de test pertinentes qui me permettront de trouver un bug s'il y en a. Il y a aussi la difficulté d'ordre psychologique ou culturel. On vous dit un test est un processus destructif, puisque l'objectif du test n'est pas de prouver que le logiciel fonctionne, mais qu'il ne fonctionne pas. Un bon test est un test qui trouve une erreur, alors que l'activité de programmation est un processus constructif, on cherche à établir des résultats corrects. L'objectif du test, c'est de trouver les erreurs et non pas de montrer que ça fonctionne. Donc, l'activité de test s'inscrit dans le contrôle qualité qui est indépendant du développement. Pourquoi cette dernière phrase? Les tests n'est pas une activité liée au processus de développement de logiciels. C'est une activité liée à la gestion de projet. Développer un logiciel est un projet. Donc, je dois appliquer dessus les techniques de gestion de projet. Parmi les axes de gestion de projet, on a la gestion de la qualité. Le contrôle de la qualité rentre dans la gestion de la qualité. C'est un des deux axes de la gestion de la qualité, qui est un axe de la gestion de projet. Et les tests rentrent dans le cadre du contrôle qualité qui fait partie de la gestion de la qualité, qui fait partie de la gestion de projet. Donc, les tests, ce n'est pas lié au génie logiciel, même si après, on va voir des jeux de tests adaptés au génie logiciel et au développement logiciel, mais l'activité de test est une activité liée à la gestion de projet, comme développer un logiciel est un projet, où donc il doit y avoir de la gestion de projet pour qu'il puisse atteindre ses objectifs de coût, de délai. Vous vous rappelez la définition de GL? Les connaissances, les compétences, etc., pour satisfaire les exigences dans les coûts et les délais. La phrase dans les coûts et les délais veut dire qu'on ne doit pas seulement suivre un processus de développement qui va satisfaire les exigences du client, mais aussi faire de la gestion de projet. Parce que développer un logiciel est un projet. Les coûts et les délais sont gérés. C'est des aspects de la gestion de projet et non pas du processus de développement. Si je prends le processus de développement, n'importe lequel, on vous dit recueil ou collecte des besoins, analyse, conception, implémentation. On ne parle pas ici de coûts, on ne parle pas de délai. C'est une autre équipe, l'équipe de gestion de projet qui s'occupe de ça. Donc, les tests rentrent dans le cadre de la gestion de projet plutôt que dans le cadre du GL. Alors, les principes liés au test, donc un programmeur ne doit pas tester ses propres programmes. C'est une règle normalement qui ne s'applique pas seulement à la programmation. Quand on écrit un document, vous écrivez un rapport, il devrait, même si vous devez le lire, il doit être relu par quelqu'un d'autre. Vous, votre PFE, quand vous allez le rédiger, c'est vrai que vous allez le lire et relire pour le corriger, mais vous allez le remettre à votre promoteur pour une relecture avant de le livrer à votre client qui sont les membres du jury. Pourquoi? Parce que
parce que parfois, on n'arrive pas à voir nos erreurs. Je ne sais pas si vous êtes arrivé déjà, parce que vous écrivez 5 et vous le voyez 3 et dans votre tête c'est 3 alors que vous avez écrit 5. Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient de l'extérieur pour vous dire vous avez écrit 5 et non pas 3, vous allez continuer à voir votre 5, 3. Je suis sûre c'est déjà arrivé et dans vos programmes et dans vos copies d'examen. Donc c'est pour ça qu'il faut quelqu'un d'autre pour tester vos programmes. Évitez c'est-à-dire dans une entreprise, essayez toujours d'alterner, de s'assurer que ce n'est pas celui qui a écrit le programme qui va tester ses propres programmes. Deuxième principe, c'est la paranoïa. Je fais les tests en me disant il y a certainement un bug, il faut que je le trouve. Plutôt que de se dire j'ai pas. Mais il y a pas de, je suis sûre qu'il n'y a pas de bug, je teste pour prouver qu'il n'y a pas de bug. Non, il faut avoir une culture de se dire je suis sûre qu'il y en a, il faut que je le trouve. La prédiction, il faut chercher à connaître les résultats attendus avant l'exécution du programme. Ça ne sert à rien de faire les tests si on ne maîtrise pas la spécification et on ne sait pas ce qu'on est censé avoir en résultat. Parce que faire un test, c'est définir un jeu des données en entrée pour lesquelles je connais la sortie. J'exécute le programme avec ces données en entrée. Je compare la sortie obtenue par rapport à la sortie prévue par la spécification. Donc, si je ne connais pas les résultats attendus, je ne peux pas exécuter et je ne peux même pas faire mes tests. Ça ne sert à rien de faire les tests. Donc, la vérification, il faut vérifier attentivement les résultats de chaque test ainsi que la pertinence. Alors, c'est très important le terme pertinence. Pourquoi? Parce que je peux mettre 20 jeux de test, mais qui testent tous la même chose, la même exécution de mon programme. Donc, je ne peux pas dire que ces 20 tests ont été pertinents parce que un programme, on l'avait vu par exemple avec un cas d'utilisation, on peut avoir des enchaînements nominaux et des enchaînements alternatifs et des enchaînements d'exception. Maintenant, si toutes mes données en entrée me donnent toujours les enchaînements nominaux. Donc, je n'ai pas testé les enchaînements alternatifs, je n'ai pas testé les exceptions. Je ne peux pas dire que mes tests sont pertinents parce que je n'ai pas testé toutes les exécutions possibles de mon programme. La robustesse, il faut aussi bien tester des programmes de test valides ou invalides. Quand j'injecte des données en entrée, j'injecte des données valides, mais je dois aussi injecter des données invalides pour voir si mon programme survit à une utilisation incorrecte de l'utilisateur, donc à des données en entrée invalides. La complétude, vérifier ce que fait le programme lorsqu'il n'est pas censé le faire. Ça veut dire qu'il faut que je m'assure de tous les cas possibles, y compris ceux qui n'étaient pas prévus. Alors, validation versus vérification du logiciel. Donc, généralement, quand on parle des tests, ça rentre dans le cadre, en tous les cas, pour l'éditeur de la vérification. C'est quoi la validation et c'est quoi la vérification? D'abord, la vérification, c'est s'assurer qu'on a bien réalisé le logiciel, qu'il n'y a pas de bug. C'est quelque chose qui se fait en interne. Chez l'éditeur, les développeurs qui ont réalisé le logiciel, c'est eux qui vont vérifier que le logiciel qui a été réalisé répond aux exigences du client. La validation, par contre, c'est s'assurer qu'on a réalisé le bon logiciel. Ça veut dire que ce logiciel respecte le cahier de charge. Qui le fait? C'est généralement le client. On appelle ça les tests de recettes. La recette, c'est le fait que une fois qu'on a vérifié, donc on a effectué la vérification chez nous, dans notre environnement de développement de la solution que nous avons réalisée, nous allons déployer cette solution dans l'environnement du client et lui va commencer à faire
les jeux de tests, lui-même va faire les tests, c'est ce qu'on appelle les tests de recettes. Il va effectuer les tests chez lui, dans son environnement réel, s'assurer qu'il n'y a pas de bug, que toutes les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles ont été correctement prises en charge. À ce moment-là, il va valider la solution. Et cette validation veut dire, c'est bon, la solution, le client reconnaît que la solution a pris en charge toutes ces exigences et elle les a prises en charge correctement. Il n'y a plus de bug. En tous les cas, il n'a pas détecté de bug. Et s'il y a détecté des choses, bien sûr, il va les signaler. C'est pour ça que vous avez développeur plus utilisateur. Les utilisateurs vont faire la recette et quand ils identifieront un bug, des anomalies, ils vont les signaler, les développeurs vont les corriger et ce processus se terminera lorsque toutes les réserves ou bugs ou anomalies ont été prises en charge. À ce moment-là, le client, donc une fois que les utilisateurs déclarent que la solution est conforme au cahier de charge, qu'elle ne contient aucune anomalie, le client va procéder à la validation de la solution. Et c'est ce qui ouvre droit à la facturation du logiciel. Alors, quand est-ce qu'on va faire les tests? Les tests, on les fait après la réalisation. Donc, on a l'expression des besoins ou recueil des besoins, l'analyse, ensuite la conception préliminaire, la conception détaillée et le codage. Après le codage, mise au point, après ces étapes-là, on commence les tests. Donc, on va faire les tests unitaires. Les tests unitaires permettent de tester l'unité. Alors, si je fais de la programmation fonctionnelle, l'unité, c'est la fonction. Si je fais de la programmation objet, l'unité, c'est la classe. Après, je vais faire les tests d'intégration. Les tests d'intégration, c'est s'assurer que tous les composants ou tous les modules interagissent correctement entre eux. Donc, c'est là où on va, alors vous vous rappelez quand on avait fait dans l'analyse la définition des dépendances, c'est là où on va utiliser ces dépendances pour définir l'ordre pour faire nos tests d'intégration. Ensuite, on a ce qu'on appelle les tests systèmes. Les tests systèmes, c'est s'assurer que la solution dans sa globalité fonctionne correctement. On déploie la solution chez le client et là, on va faire les tests de validation ou la recette. Si vous vous rappelez, en GL1, le modèle en cascade, donc c'était les mêmes étapes, c'est-à-dire expression des besoins, analyse, conception, réalisation, test, et ensuite on déploie la solution chez le client qui va faire la recette. On s'est rendu compte que le problème avec la solution en cascade, on s'est dit, le problème, il y a des bugs même si on a suivi un processus de développement qui était le cascade, parce que les personnes qui définissaient les jeux de test n'étaient pas les plus adaptées pour le faire. Donc, si vous vous rappelez, donc après le modèle en cascade, on est passé au modèle en V. Qu'est-ce qui a changé par rapport au cascade? C'est juste le fait que les jeux de test n'étaient pas définis, par exemple, par les programmeurs. Donc, lors de la définition des besoins, c'est là où on définissait, les gens qui ont défini les besoins, c'est eux qui connaissent la solution dans sa globalité ou le système à développer, c'est eux qui vont définir le plan de test système. C'est-à-dire les scénarios de test, les jeux de test pour les tests système. Ensuite, quand on va faire la conception globale où on va définir les composants ou les modules et les dépendances entre les composants ou les packages. Donc, c'est ces gens-là qui maîtrisent la conception de la solution, c'est eux qui vont définir
les plans de test d'intégration. Ensuite, les gens qui ont fait la conception détaillée vont définir les tests unitaires parce qu'ils connaissent la solution, le détail de chaque classe ou de chaque fonction. Donc, ils vont définir, écrire les jeux de tests. Mais l'exécution, une fois qu'on a écrit le code, ce n'est que là qu'on va commencer. Donc, nos testeurs vont commencer. Les tests unitaires, ils vont exécuter les tests unitaires définis dans la conception détaillée. Une fois qu'on a terminé les tests unitaires, on passe aux tests d'intégration. On exécute ce qui a été fini lors de la conception globale. Et ensuite, on va faire les tests système. On va exécuter le plan de test système qui a été défini par nos business analysts lors de la définition des besoins. Et là, on peut dire, c'est bon, la solution a été testée, on peut la déployer chez le client. Donc, on va livrer la solution, on va déployer la solution chez le client et lui va commencer à faire la recette. Donc, c'est les tests de validation chez lui. Donc, le principal changement qui s'est fait entre le premier modèle de cycle de vie qui était le cascade et le modèle en V qui est devenu après, c'est qui définit, qui écrit les jeux de test, qui écrit les plans de test. Donc, c'est les gens. Là, c'est le business analyst qui a participé à la définition des besoins, qui écrit les tests qui vont être exécutés ici. Là, c'est l'architecte qui va définir le plan de test d'intégration qui vont être exécutés ici. Et là, c'est lors de la conception détaillée qu'on va définir les tests unitaires. Je vois que j'ai eu aucun commentaire, aucune question. Tout est clair? Vous êtes encore là? Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Je continue? Je viens de réaliser que depuis tout à l'heure, je parlais toute seule et je n'ai pas eu de... Des questions ou je continue? Pas de questions? Ok, parfait. Donc, je continue. Donc, maintenant, on va voir la définition de quelques tests. Donc, on a les tests unitaires. Validation d'un module indépendamment des autres. Valider intensivement les fonctions unitaires. Les unités sont-elles suffisamment spécifiées? Le code est-il lisible, maintenable, etc. Donc, généralement, dans le langage procédural, l'unité de test, c'est la procédure ou la fonction. Dans le contexte orienté objet, l'unité de test, c'est une classe avec ses attributs et ses méthodes. Après, les tests d'intégration, c'est choisir un ordre pour intégrer et tester les différents modules du système. Donc, généralement, en définissant les dépendances entre les modules, l'ordre, il va suivre les dépendances. C'est-à-dire que si ce module dépend de ce module, je vais d'abord tester celui-là, ensuite celui-là, et chacun va utiliser les autres. Donc, il n'y a pas de cycle. Le cas le plus simple, c'est qu'il n'y a pas de cycle dans les dépendances entre les modules. Les dépendances forment un arbre et on peut intégrer simplement de bas vers le haut. Par contre, s'il y a des cycles dans les dépendances entre les modules, ce qui est très fréquent dans les systèmes à objets, il faut des règles, des heuristiques pour trouver un ordre d'intégration. C'est-à-dire, si j'ai une dépendance bidirectionnelle ou une dépendance qui me donne un cycle, c'est-à-dire ça dépend de ça, ça dépend de ça, ça dépend de ça, ça dépend de ça, et je me retrouve avec un cycle. Là, je suis obligée de choisir moi-même un ordre, d'éliminer une dépendance pour commencer et essayer de construire un arbre à partir de quelque chose qui est cyclique pour faire les tests. Ensuite, les tests système, donc valider la globalité du système, les fonctions offertes à partir de l'interface. Là, on travaille directement avec l'application, son interface, plutôt que, par exemple, dans les tests unitaires et d'intégration, on n'attaque pas la fonctionnalité dans son ensemble, on teste une fonction, on teste une relation entre des modules. Là, on a l'application dans son ensemble et on va la tester au complet. Les tests de non-régression, alors, consistent à vérifier que les modifications apportées au logiciel n'ont pas introduit de nouvelles erreurs. Vérifier que ce qui marchait marche encore. Alors, vous l'avez vu en GL, à chaque fois qu'on touche à du code source, déjà écrit,
on peut générer des erreurs. Et c'est pour ça qu'on avait vu des techniques telles que les design patterns pour que chaque modification dans le code source soit un ajout et non pas une modification. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est pour ça qu'on a quelque chose qui s'appelle les tests de régression. Ça veut dire que une fois que j'ai apporté une modification à un code source qui a été testé, validé, et, par exemple déployé chez le client qui fonctionne, et puis suite à une demande de changement, donc le client nous demande de modifier la fonctionnalité. C'est-à-dire, je suis par exemple dans la phase de maintenance ou parfois même pas, même avant la maintenance. C'est-à-dire, je suis encore en train de, par exemple, lorsque je fais la recette, on est en train de faire la recette chez le client. On a testé le logiciel et il fonctionne. Après, le client, pendant la recette, va vous dire modifiez-moi ça. Moi, je veux que cette fonctionnalité ne soit plus comme ça. Donc, tous ces changements peuvent créer des bugs sur du code source déjà testé et stabilisé. Donc, les tests de non-régression se font après, soit après qu'on ait modifié du code source qui a été testé. Donc, soit parce qu'on a détecté une erreur, une anomalie, on l'a corrigé, soit parce que le client a demandé un changement qu'on a dû prendre en charge. Donc, en résumé, pour les tests, donc, on avait dit que les tests, on pouvait tester plusieurs caractéristiques fonctionnelles, robustesse, performance, ergonomie, sûreté, sécurité. Les tests se faisaient par boîte blanche ou boîte noire, donc structurelle ou fonctionnelle, ou les deux. Et les tests, ils se font au niveau unitaire, module, intégration, système. Donc, ce schéma résume un peu qu'est-ce qu'on doit tester, comment le faire et à quel niveau, que ce soit dans le cycle de vie ou dans le niveau de détail de notre logiciel. Les tests, alors les tests structurels, on avait dit, on peut les appliquer sur les tests unitaires et intégration. Les tests fonctionnels, on peut les faire unitaires, intégration et système. Et on ne peut pas faire des tests structurels pour les tests système, puisque dans les tests système, on utilise l'interface. On utilise directement l'interface, donc on n'a pas accès au code source. Donc, ça ne peut être que des tests fonctionnels. Pour les tests unitaires, je peux faire aussi bien des tests fonctionnels que structurels. Même chose pour les tests d'intégration. Ceci termine notre premier chapitre. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer par le premier module, enfin, le premier type de test qui est les tests structurels. Dans les tests structurels, on va voir qu'il y a deux types, les tests structurels statiques et les tests structurels dynamiques. Et pour chacun, on va voir les techniques, certaines techniques. On ne va pas voir toutes les techniques qui existent, mais certaines techniques. Alors, des questions jusque-là? Pas de questions? Très bien. Alors, on arrête ici. Merci pour votre attention. Au revoir.